Bienvenue à cette nouvelle conférence du groupe Cardam. Merci d'être là ce matin, malgré les problèmes de transport, malgré la queue en bas. Alors cette conférence porte sur le thème l'immeuble quartier ou l'urbanité au bureau. C'est une conférence qui s'inscrit, je le rappelle, dans le cycle bureau, cycle de travail. Le pitch est assez simple et il est le suivant. Les nouvelles manières de travailler n'en finissent pas d'accoucher de nouveaux concepts d'immeubles. Aujourd'hui, on parle volontairement de la notion d'immeuble quartier avec une question fondamentale. Si le travail s'installe partout, alors pourquoi la ville ne s'installerait-elle pas dans les bureaux? C'est cette chronotopie, pour reprendre ton expression, que nous proposons d'investiguer aujourd'hui. Alors cette conférence, on l'amènera en deux temps, en deux parties. Le premier sera emmené par messieurs. Donc Marc Berthier, vous êtes expert, tu es expert workplace au sein de Cardam, et Jérôme Delpierre, vous êtes directeur de projet Workplace et Change, toujours au sein de Cardam. On a hâte de vous entendre sur les conclusions d'un an de travaux. Un an de travaux au sein du club Cardam, qui a aussi donné naissance, je crois, à un livre blanc, dont on parlera peut-être en fin de session. Et pour 2023, le thème sur lequel vous planchiez, justement, c'était l'immeuble quartier ou l'urbanité au bureau. Ça tombe bien. Et puis, dans un second temps, on laissera la place à nos invités, avec ou sans chaise, membres du club, pour échanger sur les multiples réalités de l'immeuble quartier. Vous verrez, ça a déjà commencé. On a plein de jolis exemples à vous montrer, à vous démontrer. Et on va le faire en deuxième partie de conférence. Alors, Marc, Jérôme, tout d'abord, question simple. Qu'est-ce que le club Cardam? Et puis, quelles sont les grandes lignes forces d'un an de travail? Et pourquoi le choix de ce thème cette année? Merci Sandra, bonjour. Bonjour. Voilà. Donc le Club Cardam, c'est un club de réflexion que nous menons annuellement pour réfléchir au futur désirable des lieux de travail, que nous avons déjà fait l'année dernière avec Catherine qui est ici présente notamment. Et donc on avait réfléchi l'année dernière à un concept que nous avions appelé l'immeuble quartier. Et donc c'était quelque chose de très conceptuel sur finalement comment on allait travailler demain, comment on allait venir au travail et comment tout ça allait se passer. Et cette année, on a souhaité, avec la nouvelle promotion, approfondir. Et on se dit, bah voilà, on a une directrice immobilière et on est en 2030 et elle nous raconte comment elle a rendu ses bureaux plus attractifs, toujours cette notion de désirabilité, et comment elle a multiplié les usages. Et vous allez voir l'importance de cette diversification des usages au travers de la chronotopie. Pour mener à bien cette réflexion, donc on a travaillé encore avec 5 partenaires, 5 personnes qui ont accepté de vivre avec nous cette année. Donc on a eu un grand moment de 2 jours pour créer le lien. Ensuite, une série de sessions de travail dans lesquelles différents collègues de Cardam ont présenté leurs expertises, leurs métiers. Donc on est vraiment dans comment on peut penser le bureau dans sa globalité en intégrant l'ensemble des acteurs qui y réfléchissent. Donc vraiment ce côté multimétier, multi-expertise, qui ont permis d'aboutir à un premier schéma qui est celui-ci, c'est comment on va réconcilier une diversité de points de vue sur l'environnement de travail. Et ça, pour nous, c'est vraiment fondamental de se dire, on a tous des effets de position, de par mon rôle, de par mon expérience, je vais avoir un point de vue spécifique. Une fois qu'on a compris ça, on peut aller plus loin. Donc on a par exemple nos individus. L'individu, c'est le règne du moi-je. Moi, je veux venir au travail quand j'ai envie. Dans le même temps, on a nos managers à qui on demande de maintenir et de créer des collectifs et d'engager ces collectifs. On a des organisations, des patrons, des directeurs immobiliers qui vont voir nos clients et qui leur disent « Dis donc, c'est pas un peu trop grand là, ces bureaux, comment tu vas faire ça ?» Et on a aussi une pression sociétale qui est comment on va faire pour sauver la planète, entre guillemets, ou du moins réduire notre empreinte, avec aussi des quotidiens qui sont chamboulés par des outils. Et par exemple, un outil qui va être très important dans notre réflexion, c'est en 2016, ça date de 2016, j'ai vérifié ce matin, Google a lancé une application sur Google Maps prédictive pour vous dire où vous pourriez aller aujourd'hui. Donc en 2016, une IA fait ça. Et donc ça, c'est nos quotidiens depuis un paquet d'années de vivre dans ce monde digitalisé. Donc si on essaie de réconcilier ces 4 points de vue, on peut formuler différentes convictions qui vont nous permettre de penser un bureau souhaitable. Alors En parlant très près, vous m'entendez bien? Oui. Alors notre première conviction, c'est qu'en tant que collaborateur, je devrais être en mesure de venir au bureau quand je le souhaite, selon mes intérêts, mes besoins, et cela sans contrainte. Pour illustrer cette conviction avec une forme de contre-exemple,
Vous avez donc un extrait d'une application qui vous demande de réserver votre poste de travail pour le mois suivant avant le 3e vendredi du mois. Donc on imagine que l'exercice est assez compliqué puisqu'il faut anticiper ses venues pour le mois suivant assez tôt. Alors cette conviction, en fait, est née d'observations et de constats qu'on a eus dans nos projets chez nos clients. Et notamment lorsqu'on passe en flex office ou en espace dynamique, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement la réduction de nombre de postes de travail, donc la réduction des surfaces, impacte l'expérience collaborateur et plus globalement l'organisation. Pour les collaborateurs, lorsqu'on est en flex office, ça implique d'anticiper sa venue, puisque comme il y a moins de postes de travail, il faut que je m'organise, il faut que j'anticipe et que je me coordonne avec mes collègues pour venir sur site et m'assurer que je vais trouver un espace qui réponde à mes besoins. Donc c'est une charge en plus qu'on ajoute sur le parcours du collaborateur au quotidien. Le deuxième point, c'est que si on regarde plus largement, pour organiser le collectif et permettre aux managers d'animer leurs équipes et donc favoriser la cohésion et la collaboration, ça amène aussi une certaine complexité et qui est souvent justement portée sur les managers lorsqu'on est dans ce type de projet. Donc ça rend finalement l'organisation du travail global assez complexe quand on rentre dans ce type d'environnement. Et puis le dernier point, lorsqu'on passe en flex office et qu'on se rend compte qu'on baisse le taux de partage par la baisse du nombre de postes de travail, on s'attend à ce que les venues se lissent sur toute la semaine. Donc plutôt d'avoir des pics certains jours, on s'attend à ce que les venues se lissent entre le lundi et le vendredi. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que finalement, les rythmes de venues restent globalement les mêmes et qu'on continue à avoir des jours assez creux, typiquement le vendredi, qui reste une journée assez calme au bureau. Alors, pour se forger cette conviction, on s'est appuyé sur 2 concepts qui nous permettent finalement de permettre à l'individu de venir quand il le souhaite, mais aussi de faciliter l'organisation collective. Le premier concept s'appuie sur la théorie des jeux, qui est une théorie socio-économique, qui très simplement dit qu'en tant qu'individu rationnel, les actions que je vais faire et les décisions que je vais prendre vont avoir un impact sur d'autres individus qui elles-mêmes vont avoir un impact plus global. Pour vous donner un exemple, si je décide de venir au bureau, par exemple, le mardi, et que je dis à Marc, tiens, Marc, je serai au bureau mardi, faisons une réunion pour travailler ce point, et bien Marc, de la même manière, va dire peut-être à Sandra, viens au bureau aussi, profitons pour nous rencontrer et faire un point. Et comme ça, en fait, on a un effet boule de neige qui fait que finalement, on continuera plus ou moins à venir tous ensemble en même temps au bureau, donc on continuera à avoir nos fameux pics de présence. Et puis le deuxième concept sur lequel on s'est appuyé pour forger notre conviction, c'est sur la base de théories qu'on trouve dans les sujets côté innovation et communication, c'est que si on veut animer le collectif, il faut créer de la confiance et l'entretenir. Et pour ça, il faut que les individus puissent se voir fréquemment, se rencontrer, il faut qu'ils fassent des choses ensemble, il faut qu'il y ait de l'activité, il faut qu'ils s'engueulent, qu'ils rigolent. Et donc pour ça, il faut qu'ils se rencontrent régulièrement. Et la deuxième chose, si on veut favoriser, encore une fois, cette cohésion plus largement et la collaboration, il faut qu'aussi les gens se rencontrent et créent un réseau interne. Donc c'est ce qu'on a appelé, nous, les connexions inspirantes. Deuxième point, on a cette fameuse courbe de Chameau. Donc là, vous voyez les sources Lissman qui montrent qu'on vient en moyenne tous le mardi et le jeudi et personne le vendredi. Ah, voilà nos chaises. C'est des chiffres qu'on retrouve en France sur nos projets. En moyenne, on est à 1,7 jours de télétravail, 53% de taux de présence. Et on a certains clients qui nous interrogent, est-ce qu'on va fermer nos locaux le vendredi ? Et en réfléchissant au sujet, on se dit, oui, pour des sites existants, c'est bien. Par contre, sur un projet, se projeter comme ça, c'est une demi-solution. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va avoir un impact carbone très limité. On a travaillé avec Katia, qui est dans la salle, sur l'analyse ACV d'un immeuble. Donc sur 50 ans, sur cycle de vie, combien il y a de dépenses de carbone. Et Katia nous dit 70% du carbone d'un immeuble, c'est sa construction. Donc ça veut dire que si je construis un immeuble et que je décide de le fermer le vendredi, je ne vais pas l'utiliser un jour sur 5 ouverts, voire 3 jours par semaine. Ce qui commence à faire un taux d'ouverture très très faible. On va donc agir sur 30%, donc tout ce qui est consommation d'énergie, consommation d'eau, et fermer un vendredi tous les 50 ans, on a calculé que ça faisait 3%. Pour vous donner une idée, c'est du même niveau que les éco-gestes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas la solution. Deuxième point, on a un impact sur la vie communautaire qui est très important. Sandra disait les problèmes de transport, ben voilà, ça veut dire qu'on accepte de tous prendre les transports en même temps et qu'on entérine cet état de fait, que l'immeuble dans son quartier va devenir un point mort, qu'il ne sera pas, il ne va pas participer à la vie collective, etc. Et ensuite, si vous allez voir un directeur financier, il va vous dire vous êtes très gentil, moi je paye 20% de surface en trop.
Donc vous me réduisez ça de 20%, puisque c'est mathématique, un jour par semaine. Voilà pourquoi vendredi, on s'est dit, il faut qu'on trouve une solution pour challenger ce vendredi. Et donc là arrive cette idée d'usage complémentaire. On vous dit au début de la conférence, le travail s'est invité partout dans la ville. Aujourd'hui, tous les lieux de la ville sont des lieux de travail. Pourquoi la ville ne rentrerait pas dans le bureau? Et donc, on se demande comment on va pouvoir concevoir des lieux de travail qui permettent à la ville d'y rentrer. Donc on réfléchit d'abord à la première vocation du lieu de travail qui reste comme le lieu de travail. Donc déjà, le parti pris, le collaborateur, venez quand vous voulez. C'est pas comme vous voulez, c'est quand vous voulez. Donc venez quand vous voulez, ça veut dire venez tous le mardi, en gros. En France, on sait que c'est environ 70%, donc la simulation qu'on vous présente est basée là-dessus. Et donc on a dimensionné le plan que vous voyez confortable au pic de présence. Jérôme, vous avez dit, le problème c'est le taux de partage. Vous allez voir que toute la réflexion, elle est de casser cette notion de taux de partage et de réfléchir en termes de position de travail et de créer un grand nombre de positions confortables pour tous. L'autre point, c'est qu'on va tous vous dire « Oui, mais moi, je viens et je veux avoir une place avec machin ou Jérôme, par exemple. » Et pourquoi on vient? Parce qu'en fait, on a rendez-vous. On vient pour être dans son collectif. Et souvenez-vous de Google en 2016. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prédit. Et donc, aujourd'hui, on sait prédire. Et Cardam Digital hier a présenté une solution pour ça qui prédit à 90% la venue au bureau et on sait attribuer les espaces de façon dynamique. Donc ça veut dire qu'en fonction de votre tâche, de à qui vous voulez travailler, on peut vous dire tu devrais aller là. Donc ce qui permet de maintenir le rendez-vous par la venue prédictive. Une fois qu'on s'est dit ça, on va créer donc nos lieux de connexion, donc 3 grands volumes. Là, on a un plateau d'environnement de travail, 3 volumes. À gauche et à droite, vous avez ce qu'on a appelé des volumes projets, qui sont les lieux du travail, et au centre, un volume Agora. Un certain nombre de positions, donc là, qui sont décomptées, où on se dit il faut un grand nombre de positions par présent. Donc là aussi, on change notre manière de faire, d'évaluer l'environnement de travail. On ne résume plus par inscrit, mais par présent. C'est-à-dire, en fait, on ne s'intéresse pas aux gens qui sont restés au télétravail. Dans nos ratios, on s'intéresse que à ceux qui sont sur site et à ceux dont ils ont besoin, ceux qui souhaitent faire. Donc là, on a une simulation quelconque qui aurait dû être construite pour une organisation. Là, on est parti sur un truc moyen, mais qui donne une idée. Donc, premier volume, ce qu'on a appelé les volumes projets. Et donc là, on travaille sur ce que nous avons appelé des alcôves. Donc des alcôves multi-usages. L'idée, c'est de se dire un même espace peut devenir, au fil de la journée, un lieu pour travailler de différentes façons. Par exemple, je prends notre salle projet qu'on a là. Donc ça, tout ça, c'est pour l'exemple, c'est des extraits de nos locaux. Donc la salle projet, cas d'exemple type, réunion d'équipe le mercredi matin de 9 à 10 et la salle est réservée pour cette équipe toute la journée. Donc qu'est-ce qui va se passer? On a un prétexte pour venir. Le manager crée un prétexte, ou le directeur de projet, ou la personne. On a un prétexte, on est tous ensemble, et ensuite on va rester dans cette salle et on va créer un huis clos. Cette salle, elle est dimensionnée pour créer une certaine intimité, pour faire en sorte que quand on y soit, on se sente bien, qu'on puisse rigoler, s'engueuler, etc. Et en fait, ce qu'on veut, c'est favoriser la confiance au sein du collectif. Donc comment je vais créer un lieu de vie dans ce collectif? Ça veut dire aussi qu'on va repenser notre manière de faire lieu. Dans nos interventions, Nicolas, qui représente la R&D, nous a parlé, c'est ce que montre cette image, des bars de marins au Havre. Et il dit, en fait, les bars de marins au Havre, au tout début, c'est des débits de boissons. Et puis, comme ils ont libéré les usages, ils ont laissé les tenanciers par volonté de faire du profit, ils ont laissé tout ce qui venait se faire. Et donc, c'est devenu des lieux de recrutement de marins, des lieux de circulation de l'information, peut-être des bordels, des choses comme ça, etc. Et finalement, il y a plein d'activités qui sont agrégées sur un même lieu. Donc c'est vraiment cette idée de se dire, créons des lieux qui vont permettre à l'utilisateur de faire ce qu'il veut. Un lieu le matin qui est un espace de concentration deviendra une salle de réunion, un lieu de réunion l'après-midi. Et là, je me suis trompé, il ne faut pas dire salle de réunion, c'est lieu de réunion. C'est vraiment le lieu où on travaille ensemble. Et l'autre chose, c'est de se dire que quand on va faire ça, si je vais avoir un outil qui va me dire « Marc, aujourd'hui, tu devrais aller là », le territoire, qui reste la question fondamentale, ne sera plus le même qu'avant. On aura des territoires temporels. Là, je prends l'exemple de ce magnifique mobil-home pour vous parler de la notion de territoire, qui est vraiment de se dire, finalement, un lieu, est-ce qu'il est à moi parce que j'ai mis la photo de ma fille ou de mon chien sur mon poste,
ou est-ce qu'il est à moi parce que je m'y ressens comme appartenant? J'ai des souvenirs, j'ai des expériences dans ce lieu. Et on connaît tous des gens qui vont tous les ans au même endroit, dans le même camping, dans la même maison de vacances, et qui reviennent et qui disent « Ils ont changé les douches du camping ». Et là, grand drame, parce que finalement, on leur a cassé leur appropriation. Et c'est là où on se rend compte qu'un lieu qui est partagé, qui est utilisé par plein de personnes, finalement, peut être approprié. Parce que j'y ai vécu, j'y ai mérite. Donc c'est aussi pour ça qu'on crée ces petits lieux multi-usages. Ensuite, les deuxièmes connexions inspirantes dont a parlé Jérôme sont comment on va créer des lieux informels. Et là, on trouvait que cet exemple, donc c'est des publicitaires à New York qui se sont fait des super bureaux pour Publicis et qui ont fait un plan qu'on trouve particulièrement intéressant pour cette génération de l'informel, où 50% de la surface est dédiée à la rencontre et 65% des positions. Donc vous avez un superbe design, et puis on retrouve plein de principes sur comment finalement je vais aider la personne, le collaborateur, quand il est sur site, à créer son réseau, à rencontrer l'autre, à maintenir son réseau. Donc ça, c'est vraiment un très très bon exemple pour nous, très inspirant dans la manière dont on va gérer les flux, etc. Donc notre deuxième réconciliation, puisque là finalement on a proposé quelque chose qui permet à l'individu, donc le collaborateur, et au manager d'avoir un espace qui permet donc ces connexions inspirantes. La question qui peut se poser, c'est mais que fait-on pour les jours creux qui restent a priori sous-utilisés, comme on l'a dit en introduction? Alors comme me disait Marc tout à l'heure, on s'est posé la question, si le travail se trouve partout dans la ville, pourquoi on ne ferait pas entrer la ville dans le bureau? Et ça nous a amené donc à cette idée d'intensifier les usages, c'est-à-dire permettre à nos espaces d'accueillir différents utilisateurs, différentes activités sur différentes plages horaires, et donc multiplier les possibilités d'utilisation de nos espaces. Alors, en reprenant un peu l'espace de travail qu'on a vu tout à l'heure, pour le permettre, un point qui est important, c'est comment on gère les flux, comment on gère le fait que des collaborateurs vont se rendre au travail et en même temps, peut-être d'autres utilisateurs externes vont aussi utiliser nos espaces. Pour répondre à ça, en fait, on reprend nos 3 volumes et surtout on les compartimente, ce qui permet en fait de gérer ces flux et surtout de choisir quel volume je vais mutualiser et donc permettre d'intensifier en termes d'usage. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette compartimentation permet surtout pour l'entreprise de garder un espace qui lui est propre, qui lui est dédié, que ce soit pour des raisons de confidentialité, de sécurité, d'appartenance pour les collaborateurs. Mais je garde un espace qui m'appartient et j'ouvre les autres espaces au reste, à différents usages. Alors pour vous l'illustrer, si on prend une semaine par exemple, on pourrait imaginer que le mardi, qui est donc une journée où il y a beaucoup de monde en général au bureau, j'utilise l'ensemble de mes volumes pour mon entreprise. Donc c'est le cas classique qu'on voit aujourd'hui. Le vendredi, qui est donc une journée où il y a moins de personnes au bureau, on pourrait imaginer qu'en tant qu'entreprise, je garde 2 volumes qui me sont dédiés, donc pour mes collaborateurs, mais j'ouvre mon 3e volume, donc là le volume projet, pour un autre type d'activité. Donc ça peut être un espace coworking, ça peut être un espace d'études par exemple pour les étudiants, ou d'autres types d'activités. Donc ce que ça permet en fait, c'est que le vendredi, je garde finalement un taux d'occupation de mon immeuble assez élevé, comparé à une utilisation qui serait uniquement pour l'entreprise. Et puis si on pousse l'exercice, si on regarde le samedi par exemple, on pourrait imaginer donc ouvrir l'ensemble des volumes mutualisables. Donc je garde mon volume cœur, qui est le volume de mon entreprise fermée, mais j'ouvre le reste des volumes pour des activités, pour par exemple les associations qui pourraient faire leurs AG ou faire venir leurs participants pour différentes activités, ou pareil, toujours cette fameuse salle d'études, ou pourquoi pas fêter mon anniversaire sur la terrasse de mon immeuble, puisqu'elle est hyper sympa et j'ai une super belle vue sur Paris. Donc en fait, toutes ces idées, elles sont inspirées par des initiatives qui existent déjà aujourd'hui. Donc à la fois des choses qu'on a partagées avec les participants du Club Cardam, mais aussi des choses qu'on a pu observer sur le marché. Donc vous avez des exemples chez Michelin, chez Blablacar, plein d'initiatives finalement qui montrent qu'on peut déjà intensifier les usages. Et surtout, ce que ça montre, c'est qu'on a su lever plusieurs barrières, parce qu'on peut se poser la question des enjeux d'assurance, de sécurité, comment on gère finalement cette multiplication des usages. Et en fait, on réalise qu'aujourd'hui, déjà, il y a toutes ces initiatives qui existent. On a su donc passer ces barrières. Donc c'est en fait des scénarios qui sont déjà réalisables actuellement. Merci. Et donc, pour conclure, ce qu'on propose finalement, c'est un nouveau space planning, un nouveau immeuble de travail, un nouveau rapport à la ville. Et on espère, et on pense avec ça, traiter déjà toutes les questions de confort collaborateur, puisque
toutes les positions de travail sont des postes de travail. On espère aussi être au service de la performance des équipes, puisqu'on veut alléger finalement le manager de la charge mentale de l'organisation. On veut faciliter le point de rendez-vous quotidien. On veut créer de la cohésion et de la confiance. Et nombre d'études montrent à quel point c'est important. Ça peut être un levier d'attractivité, puisqu'on pourrait se dire que si mon entreprise me permet à moi, en tant que collaborateur, de faire l'anniversaire de ma fille dans les locaux le samedi, je vais être fier de faire visiter l'entreprise à mes enfants. Ça se faisait il y a quelques années, les Noëls des enfants. Mais voilà, ça crée de l'attractivité. On pourrait se dire qu'un collaborateur qui fait partie d'une association pourrait héberger l'association, choisir de l'héberger. Donc là aussi, on crée de l'engagement. Ça pose un certain nombre de questions sur la fonction immobilière. On s'en rend compte qu'il va avoir un nouveau rôle sur comment je vais gérer ça, comment ça va se passer. Les premières expériences aussi, retour d'expérience, montrent que c'est des preuves réelles de stratégie ESG, environnementale. J'ai un cas par exemple d'une banque mutualiste qui dit « Ah mais c'est génial, nous on donne des comptes gratuits pour les assos. Maintenant je vais pouvoir aussi utiliser mon immobilier comme un levier de preuve. Je vais tout simplement leur donner accès à des espaces pour faire leurs AG, leurs réunions. Et voilà, ça fait partie du package d'aide et de démonstration de l'engagement. » Après, il y a des points un peu plus globaux qui nous viennent quand on pense à ce modèle. C'est tout ce qui est lié à la précarité climatique. Aujourd'hui, dans les villes, il y a toute une série de populations qui, entre guillemets, squattent les centres de commerciaux l'hiver et l'été, qui sont les endroits de la ville qui sont chauffés et climatisés. Si demain, on se dit qu'on va avoir des climats plus extrêmes, notamment des vagues de chaleur, pourquoi les bureaux ne pourraient pas devenir des lieux de refuge dans la ville ? Ça pourrait être des lieux de refuge pour des personnes âgées, pour des étudiants, pour toutes les personnes un peu plus précaires. Il faut quand même se souvenir que le bureau, c'est le lieu le plus confortable de la ville, enfin un des lieux les plus confortables. Quand on emmène les enfants à l'école, on se rend compte dans quelles conditions ils sont, et après on peut regarder dans quelles conditions nous on travaille. Donc tout ce qui est école, bureau, voilà, maison de retraite, des choses comme ça peut être devenir une ressource. Ça pose aussi la question de comment on pense l'impact carbone. Parce que c'est sûr que moi, en tant qu'entreprise, je vais prendre plus de mètres carrés, je vais plus consommer. Mais à l'échelle de la ville, on va avoir un meilleur impact. Donc comment finalement on réfléchit notre société ? Et dernière question qui nous intéresse beaucoup, c'est comment on va monétiser l'usage, comment on va organiser ce partage de l'usage. Et donc là, on a des réflexions en cours sur comment on valorise déjà cet usage, quels sont les indicateurs qu'on peut avoir pour dire ça c'est un espace qui est correctement utilisé, ça c'est un espace qui finalement produit du ROI sur son impact humain, sur son impact environnemental. Donc plein de champs qui apparaissent au-delà de toutes les contraintes auxquelles on sait répondre. Et sur ce, je pense que... Merci beaucoup Marc et merci Jérôme. Je trouve que c'est assez intéressant, restez 2 secondes, de faire... non, vous n'allez pas vous sauver comme ça. De faire les... Alors peut-être pas l'éloge, mais en tout cas de réfléchir de cette manière aux fonctions que peut avoir le bureau dans un moment où il y a beaucoup de bureau bashing. Je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que, petite question qui n'était pas prévue, j'espère que je ne vais pas vous coincer, est-ce que vous, chez Cardam, vous faites entrer la ville dans vos bureaux ? Alors, Christophe, je t'ai vu, je sais que tu es en train de faire quelque chose à Lyon avec une asso qui s'appelle les Bureaux du Cœur. Donc c'est une des premières initiatives. Donc petit à petit, on essaye de le faire, nous, aussi à notre échelle. Donc là, on vient de finir nos travaux, donc on est en train d'avoir quelques initiatives. Très bien. Écoutez, je vous propose de laisser la scène à nos invités, maintenant qu'on a des chaises. Voilà, on va pouvoir s'asseoir, enfin. Merci beaucoup. Vous êtes... voilà, j'avais peur que vous ne soyez pas arrivés. Alors, vous êtes... mettez-vous comme vous voulez, oui. Vous êtes tous des membres actifs de la promotion 2023 du club Cardam. Je vais vous présenter Guillaume Coquet. Vous êtes groupe senior real estate manager au sein de BIC. Gérard Munier, vous êtes responsable de la modernisation du siège du groupe Michelin. Et Sarah Nittenberg, vous êtes Innovation Product Owner au sein de AXA GIE. Alors, c'est bien le quartier, faire rentrer le quartier dans l'immeuble, dans le bureau, c'est très chouette sur le papier.
cette hybridation des usages et des réalités, mais dans le concret, dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Jusqu'où on peut aller sans tomber dans le gadget? Et quelles sont les limites à cette imbrication de l'espace privé du bureau à l'espace public du quartier? Ça pose des questions réglementaires, ça pose des questions de droit, ça pose plein de questions. Et c'est très enrichissant. Guillaume Coquet, chez BIC, dans quel contexte ces questions se sont-elles posées? Qu'avez-vous effectivement mis en place? Ou est-ce que vous avez essayé de mettre des choses en place? Qu'est-ce qui a fonctionné? Et puis quels sont les retours d'expérience de ces initiatives? Bon, alors déjà, nous, le constat, c'est qu'on court toujours après les changements. On a eu le Covid qui a été une véritable révolution avec du coup l'arrivée du télétravail qui n'existait pas chez BIC. Donc du coup, il faut adapter les bureaux au télétravail. On observe le télétravail, on voit que c'est difficile d'adapter ces bureaux parce que finalement, la fréquentation, comme on a pu le constater, et comme Marc l'a expliqué, c'est très variable et c'est surtout le mardi et le mercredi. Mon scope, il est vraiment mondial, donc en plus, il y a des spécificités selon les pays, notamment les pays anglo-saxons qui sont plus en avance et qui font beaucoup plus de télétravail. Donc du coup, on a ce constat. Demain, on sait très bien que l'intelligence artificielle va arriver, va encore bouleverser encore plus l'espace de travail, puisqu'il y a beaucoup de métiers qui vont être probablement challengés, voire disparaître. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc du coup, c'était l'idée de travailler avec Cardam et de pouvoir réfléchir au bureau de demain. Nous, chez BIC, faire entrer pour l'instant la cité, la ville dans le bureau, ça n'existe pas. Mais c'était l'intérêt de se challenger, de voir ce qu'il était possible d'envisager. Vous avez été confronté à quel type de contraintes, de problèmes? Pourquoi ça n'a pas été possible? Qu'est-ce que vous aviez imaginé? Et quelle est aussi un peu votre conception du bureau et comment ça fonctionne chez vous? Nous, on travaille beaucoup le flex office, un peu comme tout le monde, rien d'extraordinaire, mais c'est ce que j'évoquais avec Marc. L'intérêt, ça serait de pouvoir avoir un bureau un peu accordéon, parce qu'on a quand même besoin de ce socle de bureau qui soit privatif, qui soit chez nous, mais d'avoir cette flexibilité pour pouvoir ouvrir. J'ai l'exemple, par exemple, d'un manager anglais qui me dit Guillaume, nous, on a besoin en fait du bureau 2 jours à 4 jours par mois, pas plus. Mais par contre, on veut que quand les gens sont présents, on ait besoin de 40 workstations, des espaces super pour faire des réunions, etc. C'est complètement insensé et irréaliste. Et donc, du coup, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir cette idée d'immeuble flexible, et comme le présentent très bien les schémas proposés par Cardam. Vous disiez que vous aviez un scope mondial. Est-ce qu'en France, on a une vision particulière par rapport aux autres pays? Est-ce que dans d'autres pays ou sur d'autres continents, le quartier est vraiment entré dans l'immeuble ou pas du tout? Pas du tout. Tout reste à faire, c'est ça? Bon, on va revenir un peu après à d'autres sujets avec vous, mais Gérard Meunier, chez Michelin, vous avez expérimenté, oui, allez-y, vous avez expérimenté plusieurs initiatives d'exemples d'entrée du quartier, de la ville, de la cité dans vos bureaux, et notamment un espace ouvert aux enfants des salariés. On est là vraiment tout à fait dans un cas d'usage de la ville qui rentre dans le bureau. Comment ça se gère? Quelles sont les contraintes? Parce que j'imagine qu'il y en a. Et puis, quels sont un peu, quel est le bilan de cette initiative que vous avez mis en place cette année, je crois? Alors, ça date déjà maintenant 2022. 2 ans, un peu plus de 2 ans, quand j'ai conduit le projet du nouveau bâtiment d'accueil du siège social du groupe. En fait, la volonté, c'était d'ouvrir ce bâtiment et d'en faire une très grande porosité avec la ville. Et en travaillant ces sujets-là, on s'est rendu compte qu'en termes de qualité de vie au travail, on mettait nos salariés en souffrance parce que les enfants attendaient leurs parents le soir à la sortie de l'école sur les parkings. Alors l'été, quand il fait beau, ça peut être plus ou moins agréable s'il ne fait pas trop chaud, mais l'hiver, quand il pleut ou qu'il neige, c'est nettement moins sympa. Et du coup, on a réfléchi à comment ouvrir un de ces espaces pour accueillir, à partir de 3h30 de l'après-midi jusqu'à 19h, les enfants des salariés. Et ce projet, on l'a conduit avec le CSE. Le CSE a fourni les personnes pour accompagner les enfants. C'est un lieu dans lequel les enfants peuvent jouer, mais aussi travailler et faire leurs devoirs. Et ce qui fait que quand les parents récupèrent leurs enfants le soir, il y a plus de stress dans la famille. Parce que les devoirs sont faits, les enfants sont reposés. Les parents, en plus de leur charge de la journée, n'ont pas à se préoccuper de tout le restant de l'éducation des enfants, puisqu'il y a une grosse partie qui a été faite pendant ce temps-là. Et du coup, on a amélioré comme ça significativement la qualité de vie au travail. Voilà. C'est où? C'est dans quel espace en particulier? Alors, c'est un espace qui sert d'espace de réunion tout le restant de la journée et qui, à partir de 3h30, est dédié aux enfants. Alors, il y a une vingtaine de places.
Et victime de notre succès, on va être obligé de trouver un autre endroit, parce qu'aujourd'hui, on a 25 enfants, et il va falloir qu'on trouve un endroit plus grand. Et ça fait issue ça nous pousse à réfléchir différemment, mais j'y viendrai après. Et c'est comme une sorte d'étude finalement surveillée. C'est surveillé, enfin c'est encadré par deux personnes qui sont là pour justement faire en sorte que les enfants utilisent ce temps-là le mieux possible. On les a fait même réfléchir sur une colonie de vacances. Ah oui. Et puis, on parlait d'attractivité. On a fait visiter nos locaux aux enfants du personnel. Et c'est un moyen, là aussi, d'aller chercher des talents de demain. Je vous félicite déjà pour cette initiative, mais aussi pour avoir associé le CSE. C'est extraordinaire. Voilà. Ça n'a pas été simple. Hein. Oui, c'est jamais simple avec le CSE. On ne va pas ouvrir ce débat-là. Et avec l'entreprise. Voilà. Alors, ça, c'était il y a 2 ans, mais vous avez aussi, vous allez aussi l'année prochaine tester l'idée du principe d'un bureau pour 2 personnes. Qu'est-ce qui vous a amené à accoucher de cette initiative et qu'est-ce que vous en attendez ? Alors ça, c'est un projet qu'on mène avec Cardam. C'est un projet qui touche une très très grosse équipe puisqu'on va dédier un bâtiment aux services, aux gens qui s'occupent de l'IT chez nous. Donc c'est 1200 personnes. Et on est surtout sur des populations un peu plus de geeks. Et du coup, on a pensé les espaces différemment. Et on est arrivé à supprimer un bureau par personne pour passer à un bureau pour 2 personnes et créer tous les espaces de coworking. Alors, il y a plusieurs types de coworking pour que les gens travaillent différemment. Et c'est une vraie attente. On a rêvé notre bâtiment de demain. Et donc, du coup, on a revu l'ensemble des usages et on a favorisé les usages qui poussent au collectif. Voilà. Et donc, dans ces espaces de coworking, effectivement, les gens pourront travailler différemment. Merci beaucoup pour ce témoignage. Sarah, oui, allez-y. Je voudrais finir sur un point. Allez-y, je vous en prie. Toutes ces réflexions nous ont conduit sur 2024 à ouvrir un de nos bâtiments qui est en périphérie du site aux associations le week-end. Donc voilà, ça nous a permis d'aller un cran plus loin. Et les véritables freins, c'est nous-mêmes, parce que finalement, quand on pousse les choses un peu plus loin, quand on pousse le curseur plus loin, on trouve toujours des solutions. Et en interne, vous arrivez à faire l'unanimité sur ce type de sujet, le fait de faire entrer la ville dans l'immeuble. Il n'y a pas des oppositions de certains Je dirais que c'est comme dans tout plan de change. Il y a toujours des freins, il y a toujours des oppositions. Mais je pense qu'il faut qu'on aille au-delà, il faut qu'on accompagne, il faut qu'on fasse comprendre. Et à partir de ce moment-là, on arrive à avoir l'adhésion. Et quand ces démarches-là sont poussées aussi par la direction du groupe, parce qu'on a un vrai enjeu sociétal, il faut qu'on saisisse ces opportunités. Merci beaucoup. Alors Sarah, passons à vous. Votre terrain de jeu, c'est l'avenue Matignon, je crois, c'est là où est le siège. C'est un hôtel inscrit au monument historique, un hôtel particulier inscrit au monument historique. Je crois que c'est un cadre un peu particulier. Vous avez, de par votre profil, une appétence au risque, on peut dire, un peu mesurée. Comment on fait entrer la ville dans ce type de bureau ? Et puis comment on reconnecte les collaborateurs à leur environnement, quand bien même cet environnement est extra-parisien, parce que là, on est au cœur de Paris. Oui, effectivement. Ça marche ? Ça marche, mais il faut mettre près de la bouche. Il faut mettre très près. Il y a plusieurs enjeux. Donc nous, nos bureaux sont autour de l'hôtel de la Vaupalière, qui est un hôtel particulier qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Donc du coup, au patrimoine historique, pardon. Donc du coup, il y a des enjeux de sécurité du fait de cet emplacement. En plus de ça, nous sommes donc adjacents à l'ambassade d'Israël et à côté de l'Élysée. Donc, vous cumulez, vous le faites exprès. Enfin, il y a un moment, faut se rendre à l'évidence. C'est ainsi. Donc, du coup, les enjeux de sécurité ne sont pas forcément les mêmes que... Vous mettez combien de temps pour rentrer dans votre immeuble le matin ? Non, c'est rapide. C'est rapide. Justement, tout est clair avant. Mais donc, du coup, effectivement, quand on parle de faire entrer la ville dans le bureau, ça pose des problématiques sécuritaires. Notamment si on voulait ouvrir davantage les bureaux, ça implique de réfléchir à tout le dispositif de sécurité physique. Donc ça a un impact à ce niveau-là. Et même au niveau de la connectivité, puisque je fais partie des geeks dont parlait Gérard, il faut qu'il y ait une connexion Wi-Fi spécifique dans ces cas-là pour d'autres personnes. Donc nous, c'est des réflexions qui sont en cours, mais qui doivent prendre en compte ces différents éléments, même des éléments notamment de parking. On a un parking, si on veut l'ouvrir à la ville... en dehors des horaires de bureau et le week-end, c'est pareil, ça pose ces questions-là. C'est un peu quasi impossible l'équation de faire entrer la ville dans un bureau qui pourtant à Paris, mais qui est dans un environnement qui a un environnement hyper sécuritaire, hyper compliqué. Il y a quand même des risques.
Il y a des risques, de toute façon, il y a des risques dans tout, hein, dans la vie. Mais du coup, je pense que c'est une réflexion qui mûrit au fur et à mesure, justement, que les problématiques ESG prennent une place plus centrale. Et par ailleurs, il y a d'autres réflexions qui sont en cours, notamment faire entrer la vie dans le bureau, c'est aussi faciliter le lien avec les petits commerces. Donc potentiellement avoir du click and collect plus développé plutôt que de le laisser à l'initiative du collaborateur à mener cette offre plus facilement dans le bureau. Okay. Parce qu'à Ville-Montignon, il y a des petits commerçants? Il y en a. si, il y en a. Ils ne sont pas majoritaires, je suis d'accord, mais il y en a. Et l'autre point, c'est un peu ce qui a été cité pour Sanofi, le fait de faire rentrer les collaborateurs ou de donner de la fierté. Il y a le fait de faire des visites de cet hôtel particulier, donc justement d'amener cette fierté et cette visibilité pour l'attractivité et la rétention de talents. Vous avez vu quand même, on est au début d'un chemin sur faire entrer la ville dans le bureau. Hein. C'est une question, c'est une question qui est très belle. Je l'ai dit en introduction sur le papier, mais dans la réalité, c'est compliqué, c'est complexe. Ça suscite des risques, des freins. Il y a des freins. Si vous aviez un vœu ou alors quelque chose, enfin, si vous pouviez mettre en place une initiative qui ferait entrer la ville et le quartier dans votre immeuble, là où vous travaillez tous les jours ou presque tous les jours, qu'est-ce que vous mettriez en place En fait, je vais prendre le problème à l'inverse. Je pense que l'offre des bâtiments n'est pas adaptée au nouveau mode de travail, c'est-à-dire qu'on reste sur des baux classiques. Ça, c'est pas l'offre des bâtiments, ça, c'est les produits. produits. Oui, mais comment est-ce que les promoteurs construisent le bâtiment? Ils les construisent avec un schéma classique de rentabilité qui est on loue un étage, on le loue pour un 369, etc. Si on commence à réinventer la manière dont on construit les bâtiments et on construit les bâtiments ouverts sur la cité, là, c'est différent. Et c'est là où on peut créer les espaces type Cardam avec des troncs communs, des espaces ouverts, des espaces partagés. Complètement stupide finalement de monopoliser des tonnes d'espace pour des espaces de réunion. Et il faut les partager avec les autres. Et c'est là où la cité peut commencer à rentrer. C'est là moi, mon rêve en fait. Plutôt que d'imaginer comment l'entreprise doit faire rentrer, c'est plutôt comment est-ce que les promoteurs doivent construire. Donc c'est repartir aussi de l'usage, enfin des usages et puis remonter sur la chaîne de valeur. On est un peu loin de ça, mais en même temps c'est le moment de se questionner puisqu'on est un peu à la croisée des chemins là, je crois, sur le bureau en tout cas et sur son usage. Ce qu'il faut, on est acteur dans l'immobilier, on est acteur dans un temps court de quelque chose qui a un impact sur un temps long. Donc il faut vraiment qu'on soit dans des concepts d'hyper-flexibilité. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas dans 40 ans comment les gens travailleront. Mais si nos bâtiments sont hyper flexibles, s'ils sont ouverts, on aura des réponses au monde dans 40 ans. Donc voilà vers quoi on réfléchit aujourd'hui. C'est vraiment cette grande hyper-flexibilité des espaces. Sarah ? Je vais rejoindre pas mal la réponse de Guillaume, parce qu'en tant qu'IT, pour moi, les cas d'usage, c'est toujours le centre de ma réflexion. On est dans un salon de l'immobilier professionnel, là, quand même. Donc, Mais je pense, je le verrai, dans notre cas, en tout cas, c'est du AXA pour AXA. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'immobilier de l'AXA pour un autre groupe, une autre entité. Donc, les problématiques sont différentes sur les baux. Mais je pense que c'est effectivement prendre la problématique ESG dans le cœur du sujet de nos réflexions et se dire que, comme l'a dit sur la fin Marc, les températures extrêmes augmentent et on se doit tous de prendre en compte cet aspect-là. Il y a l'aspect, j'ai envie de dire, commercial et il y a l'aspect social à prendre en compte. Bon, je pense qu'on a bien compris le message. Le flex office, c'est bien, mais la flexibilité d'un immeuble, c'est mieux. Et ça se pense au début et pas à la fin. Il suffit de voir le nombre de mètres carrés disponibles dans le nord-ouest parisien pour comprendre le drame. Je pense que tous les acteurs de l'immobilier le connaissent. Et donc, il faut se réinventer et il faut réinventer les usages. Et donc, peut-être que réinventer le 369 différemment, vraiment questionner tous les fondamentaux. Parce que si on regarde 4 ans en arrière, on n'était pas du tout dans le même monde. Et je pense que dans 4 ans, on sera dans un monde encore bien différent. Mais en même temps, construire un immeuble, ça prend du temps. Et l'immobilier, c'est un temps long. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, temps court, temps long. Donc, il faut aussi gérer ces contradictions qui sont des choses qui ne sont pas forcément évidentes à gérer. Mais ça nous donne en tout cas, ça nous ouvre un champ des possibles. Et pour Marc, ça lui ouvre un champ des possibles pour ces sujets de l'année prochaine et des années suivantes. J'avais envie de vous poser une petite question, peut-être pour reboucler avec vous en dernière partie de conférence. Ce n'était pas prévu, mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette année de club, de ces réflexions? On a vu que c'était assez innovant.
que c'était même inspirant. Après, de la théorie à la pratique, est-ce que ça vous paraît applicable? Et puis peut-être, dans un deuxième temps, quel est pour vous l'autre sujet, ou le sujet de demain d'ailleurs, qui pourrait faire l'objet des travaux du club là, pour la saison prochaine, à chacun d'entre vous? Qu'est-ce que vous en avez retenu déjà? Alors je me lance. Moi j'ai adoré travailler avec le club. D'abord parce qu'on s'est tous challengés intellectuellement et on en a besoin. Parce que sinon on se sclérose, on a notre propre pensée, on tourne autour de notre propre pensée. Donc c'est une vraie ouverture d'esprit. Ça nous a challengés. Et pour Michelin, ça nous a fait mettre en réflexion et ça nous conduit à ouvrir un nouvel espace en 2024 qui sera beaucoup plus ouvert à la ville le week-end, notamment pour des associations. On n'a pas très loin des résidences du site, une résidence étudiante, proposer à des étudiants des vrais lieux pour travailler ensemble et pas des chambres d'étudiants, c'est quand même plutôt inspirant et on fait du bien à la société. Donc moi je dis merci parce que je regarde Marc, on a fait... vraiment, on s'est bien challengé et ça nous a ouvert nos chakras et ça a permis de développer des idées. Et le sujet pour l'année prochaine, ça pourrait être quoi? C'est quoi les sujets qui vous taraudent? Je pense qu'il faut qu'on poursuive, il faut qu'on aille plus loin. Je pense qu'on est à l'aune de premières réflexions et je pense qu'on doit pouvoir ouvrir nos espaces. Alors, il faut les concevoir de cette façon-là. Chez Michelin, le côté sûreté et sécurité, il est aussi important que chez AXA. On a quand même, on développe pas mal de nouveaux produits, pas que dans le pneumatique. Donc, on a aussi à faire attention à ça. Mais je pense qu'il faut qu'on pousse encore le raisonnement et la réflexion plus loin. Sarah, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année d'échange au club et puis le sujet pour demain? Alors moi, ça m'a beaucoup conforté dans certaines positions que j'avais et donc donné de la force pour donner davantage mes idées au management. Mais je pense que les enjeux de demain, en tout cas forcément vu de ma fenêtre, c'est le juste milieu entre l'innovation technologique et un minimum de sobriété. Puisque une des grandes questions, c'est de collecter la data aussi pour pouvoir ajuster les usages. Mais finalement, trop de data ne sert à rien et très consommateur aussi. Donc c'est une vraie réflexion pour moi, en tout cas avec mon biais. Merci. Guillaume? Alors le bilan de cette année, c'était très intéressant parce qu'on a réfléchi comme dans un rêve, c'est-à-dire sans contrainte, dans le monde idéal, etc. Donc ça, c'était passionnant. Pour poursuivre peut-être la démarche, il faudrait aller encore un peu plus loin parce qu'on a parlé du quartier, on a parlé de faire rentrer, des boutiques, etc. Mais on ne parle pas aussi de l'habitat et la réversibilité des espaces, c'est-à-dire qu'un jour bureau, un jour maison, un jour... et comment est-ce qu'on peut envisager des bâtiments mixtes et beaucoup plus. J'étais à Toronto il y a peu et finalement, c'était assez étonnant. On voyait les étages hauts, habitation, bureaux, et ensuite on avait les espaces d'hôtels, de restauration et de magasins. Il faut vraiment penser les bâtiments avec une réversibilité. Et là aussi, vous pensez qu'on n'y est pas aujourd'hui? À Paris, on voit le trafic déjà. Ça veut dire qu'on n'habite pas là où on travaille. Et donc, du coup, c'est dramatique. Et on le vit, je pense, quotidiennement. Alors, peut-être avant de passer à la session des questions-réponses, dire un mot exactement, bravo, on n'a pas répété, mais c'est super, sur le livre blanc. Qu'est-ce que c'est? C'était lequel l'année dernière? Est-ce que vous en avez un cette année? Qu'est-ce que c'est? Ça reprend les travaux. Voilà, 2 mots, Marc et Jérôme, sur le livre blanc. Donc, vous avez ici un QR code pour télécharger le livre blanc avec notamment tous les visuels que vous avez vus aujourd'hui. C'est un petit pavé dont on remercie Julia qui est là pour tout le travail de mise en page de relecture, qui vous raconte de façon détaillée tout ce dont on a travaillé cette année, donc avec toute une partie sur les points de vue des experts, quelles sont les idées qui nous ont nourris. Donc vous avez 12 idées innovantes pour le bureau de demain. Vous avez ensuite tout un bilan sur qu'est-ce que c'est le télétravail aujourd'hui, du point de vue du collaborateur, du point de vue du manager, les impacts sur les organisations. Et toute la réflexion sociétale dont on a parlé est aussi développée. On s'est posé beaucoup de questions cette année. Une fois, on a réfléchi sur est-ce qu'on va avoir que des seniors au bureau, des seniors, pas des consultants seniors, mais des plus de, j'ose pas le dire. Dites-le. Voilà. Et on s'est amusé à faire des exercices de prospective sur les bases de données de l'INSEE qui nous montrent que finalement non. Voilà, donc vous trouverez plein de petites réponses aux questions. Est-ce que les gens sont partis de Paris pour habiter à la campagne? Qui est parti?
Est-ce qu'ils sont vraiment partis? Ils ne sont pas partis, sauf certains. Donc voilà, donc il y a plein d'informations finalement contextuelles qui nous ont permis de poser le modèle. Vous avez le modèle de façon détaillée et toutes les perspectives que ça peut donner pour la suite. Et l'année prochaine, c'est quoi le thème? Je ne sais pas. Tu le sais, mais tu ne veux pas le dire, c'est ça? Non, je ne sais pas. Tu réfléchis encore? On a des idées, peut-être avec un partenariat avec une école d'architecture, des choses comme ça. Et donc le principe du club, c'est quoi? Une douzaine de membres, c'est ça? Je sais plus ce que j'avais. C'est ça, une douzaine de membres? Vous êtes combien? Oui, alors chez Cardam, il y a 12 personnes qui commettent la chose. Et c'est au tout début. Donc 12 collègues qui se prêtent à un exercice périlleux. Alors il faut savoir qu'on fait tout en double. On le joue en interne. On a des sessions de travail en interne et après on le fait avec nos témoins. Donc ils sont passés 2 fois à la moulinette. Et après on phosphore pour aboutir à des résultats. Et à chaque fois, finalement, on arrive avec des avancées et on les travaille ensemble. Ok, merci beaucoup, messieurs et mesdames. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants? Merci, madame. Allez, lancez-vous. Alors, comment on l'a travaillé? D'abord, on recueille de façon continuelle les insatisfactions et les satisfactions des salariés. Et donc, c'était quelque chose qui remontait dans nos enquêtes comme un point dur. C'est-à-dire, quand on est au travail, on ne peut pas s'occuper de nos enfants. Ils sont trop jeunes pour entrer, puisqu'on est sur la tranche d'âge des collégiens. Donc on ne veut pas les laisser seuls à la maison. Donc il y avait un vrai dilemme qui se posait. Et puis en termes chez Michelin, on est plutôt assez fortement attaché à la qualité de vie au travail. Depuis que le groupe existe, l'homme est vraiment au cœur des valeurs du groupe. Et donc on est parti de ce besoin exprimé par les salariés et on a fait travailler sur les salariés sur qu'est-ce qu'ils voulaient. En parallèle, on a fait travailler des enfants de salariés sur eux, qu'est-ce qu'ils voulaient. On les a fait travailler à part, pour recueillir à la fois ce que souhaitaient les parents et ce que souhaitaient les enfants. Et c'était très intéressant parce que les enfants voulaient être encadrés, mais pas par des parents. Donc déjà, ça posait le débat. Et puis, en y réfléchissant, on s'est dit, bon, c'est bien, on va créer un local, mais comment on le fait vivre? Et assez naturellement, on a travaillé l'idée de s'associer avec le CSE. Alors, c'est compliqué, parce que dans une entreprise, c'est plein de tabous. Le CSE, c'est les instances représentatives du personnel. Donc il y a en France un passé qui est patron syndicat, qui est pas encore bien cicatrisé. Donc au départ, ça s'est un peu regardé en chien de faïence, comme on dit. Et puis petit à petit, j'ai amené les deux parties à réellement coopérer. Et c'est comme ça qu'on a créé cette chose qui est unique en France. Quand on l'a créé, on était les premiers en France à le faire. Et ça fonctionne très très bien, mais parce que ça repose sur la confiance. Voilà. Donc ça se travaille, ça prend du temps. Ça nécessite de s'impliquer personnellement et puis ça repose vraiment sur des notions de confiance entre les deux parties qui sont l'entreprise et le CSE. Et en termes de responsabilité employeur, il y a quelque chose de... Excusez-moi, il faudrait juste faire les questions dans le micro pour la captation vidéo. Désolée. Tenez. Merci. Et donc la deuxième question, c'est sur la thématique de la responsabilité employeur. À partir du moment où on accueille des externes qui ne sont pas forcément censés être là pour travailler, enfin en tout cas je ne pense pas qu'ils soient là pour travailler, en tout cas pas dans le contexte de l'entreprise, quelle part de responsabilité et comment est-ce qu'il y a des enjeux et des choses que vous avez dû lever par rapport à ça? Ouais, le rez-de-chaussée de ce bâtiment est en ERP, donc établissement recevant du public, et pas en ERT des travailleurs. Donc ça se travaille différemment et du coup on n'est pas sur un lieu
qui est réservé aux travailleurs. Donc on est vraiment ouvert au public avec tout ce qu'il faut en matière de surveillance, aussi bien de caméras, mais de Wi-Fi. On parlait tout à l'heure de Wi-Fi. On a un Wi-Fi guest qui permet, on a un café aussi dans ces espaces-là qui est ouvert à tout public. Et on y retrouve aussi bien des retraités Michelin que des étudiants parce qu'ils ont une résidence universitaire juste à côté, ils viennent y passer leur journée. Donc voilà, on l'a vraiment traité comme un établissement recevant du public avec ce que ça implique. Est-ce que nous avons d'autres questions? Monsieur. Dans votre pays. Est-ce qu'il y a des pays qui, et bravo d'ailleurs hein, pour Michelin, AXA et BIC pour Cocorico français, est-ce qu'il y a des pays que vous remarquez particulièrement comme étant innovants et qui déploient des solutions en lien avec les thèmes directement ou indirectement avec ce que vous avez évoqué, au-delà de la France? Oui. Mais généralement, c'est des pays qui n'ont pas la contrainte RGPD. Donc, il y a des choix à faire, en fait, partout dans la vie. Alors, lesquels et sur quoi? Beaucoup dans les pays d'Asie et donc dans les pays anglo-saxons. J'ai vu que Salesforce, par exemple, ils ont fait un énorme immeuble en Australie. Et donc, ils ont toute une partie de l'État, enfin, certains étages qui sont commerciaux, purement, d'autres qui sont ouverts à des associations. Donc, et ils sont mis au cœur de la ville de Sydney, un endroit où c'est facile d'accès en transport, donc justement sur cette question que Guillaume relevait, de faciliter l'accessibilité. Et globalement, du coup, c'est des endroits où la collecte de data est plus facile, et donc ça va faire justement qu'ils vont plus vite avoir des retours sur leurs réflexions et les adapter de manière plus flexible. Guillaume. Il répond, Guillaume. Moi, ce que je peux constater, c'est que finalement, malgré nos différences culturelles, dans le monde du travail, il y a peu de différence de la manière dont on travaille. Et ça, c'est assez flagrant parce qu'on nous dit toujours, attention, ça va être différent si tu vas en Afrique, si tu vas aux États-Unis, en Amérique du Sud. Mais finalement, on travaille tous de la même manière. On est très, très, très égaux. On est tous égaux devant le travail. D'autres questions ? Pour conclure, on conclut. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à venir poser vos questions à Marc à propos du livre blanc.